Après donc la guerre de 1997, en novembre 1997, le président Sassou, comme je l'ai dit, m'avait demandé de prendre possession des bureaux abandonnés par le président Lissouba au palais du peuple pendant 3 semaines afin d'examiner tous les dossiers s'y trouvant. C'est dans ces dossiers que j'ai récupéré ces 2 lettres que Sassou n'a probablement jamais lues. Moi, je les ai pris en tant que pièce de conviction. C'est pour ça que ça se retrouve nulle part. En effet, aucun secret de la présidence Lissouba ne m'a échappé, au moins ce qui était dans les archives du président déchu. Ça, je le dis. Je reviens donc sur la complicité de ceux qui étaient les faucons du régime de Lissouba. Donc, en mai 1996, à Paris, Christophe Mukwege, secrétaire général de l'UPADES, va déclarer ceci. En 1993 et 1994, il y a eu la guerre. Nous avons perdu nos parents. Et ceci est grave. Pour les venger, nous sommes prêts à tout faire. Je m'y emploierai personnellement que Lissouba revienne au pouvoir. Notre objectif est de confisquer ce pouvoir au moins 30 ans. Le président Lissouba a de grands projets, surtout pour notre région du Niboulek. Construction des barrages, grandes fermes agricoles, etc. Nous avons les moyens humains pour les réaliser. Mais, à l'époque, le blocage extérieur, l'absence de crédit ne pouvait nous permettre de les réaliser. Aujourd'hui, avec l'explosion pétrolière, nous aurons de l'argent pour les réaliser et favoriser l'emploi de notre région. Pensez-vous que ceux qui viendront le feront pour vous? Qui de nous, c'est là où nous serons demain? C'est la question qui se pose, en exil, en prison. Pour cela, nous devons agir. Au niveau de l'armée, sous Sassou, nous n'avions qu'environ 16 colonels. Aujourd'hui, après avoir réussi à déstabiliser et reconstruire l'armée, nous avons rétabli l'équilibre. On peut même dire que nous avons dans ce domaine tout ce qu'il faut. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chancé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus. Bienvenue à toutes et à tous. Nous revenons sur les événements donc du 5 juin au 15 octobre 1997 en parlant justement de la responsabilité de ceux qui ont été proches de Lissouba, qui sont justement à l'origine de cette situation. Je vais les citer pour certains, d'ailleurs, avec certaines preuves. Ceux-là qui sont responsables de la mauvaise gouvernance et finalement des violations des droits de l'homme dans le pays et qui ont favorisé le retour de l'esprit démoniaque de Sassou Nguesso. Ils étaient dans l'appareil du pouvoir de Pascal Lissouba, ceux qui doivent aujourd'hui, ceux qui sont vivants, faire leur mea culpa. Ce sont d'abord ceux-là et leurs collaborateurs et leurs partisans qui ont mal conçu leur politique, comme je ne cesse de le dire, et qui ont rejoint plus tard Sassou Nguesso à occuper des postes ministériels. Moi, je n'en ai pas occupé. J'ai eu des fonctions tout à fait symboliques, j'étais au Parlement de transition, mon action était visible, vous avez compris que je n'avais pas voté la Constitution du 20 janvier 2002, pour des raisons que j'ai amplement expliquées, parce que pour moi, c'était un retour en arrière, étant donné que il fallait remettre en place la Constitution du 15 mars 1992.
Bref. Et sans oublier que mes dernières fonctions, donc les fonctions ultimes que j'avais, c'est dans le cadre des droits de l'homme. En tant que vice-président de la Commission des droits de l'homme, les gens ont vu sur le terrain le travail qu'on a pu faire. Donc on ne peut pas aujourd'hui me parler de collaborateurs et tout, non. Et comme donc je veux revenir sur ce problème, comme le souligne donc Jean-François Probst dans son ouvrage, l'atmosphère de coup d'État se ressentait dans le bureau de Pascal Lissouba. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que, par exemple, Claude Mounari avait ses appartements donc pratiquement à côté du bureau du président Lissouba. Donc, il songeait tout simplement à la réélection du professeur. Parce que, comme le révèle Jean-François Probst, c'est Claude Mounari qui avait fait la liste des sommes remises à Dominique de Villepin à Paris, au Plaza, à Téné, au Bristol. Parce qu'il s'agissait de la participation du président Lissouba aux bonnes œuvres et aux combats politiques de Chirac entre 1992 et 1995. On savait très bien qu'en ce moment-là, Jacques Chirac préparait justement les présidentielles de 1995 en France. Vous le savez bien. Donc, Lissouba avait financé les élections de Chirac. Et ça, comme je l'ai dit dans la précédente émission, Chirac était tout à fait reconnaissant. C'est pour cela que lorsqu'on dit que c'est Chirac qui a fait tomber, non. Ce sont les erreurs de Lissouba lui-même. Nous allons peut-être revenir encore sur cette question. En tout cas, Dominique de Villepin, à l'époque, était directeur du cabinet d'Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères. Il était donc ensuite devenu secrétaire général de l'Élysée. Nous le savons bien. Donc Lissouba était donc préoccupé par sa réélection et non pour la gouvernance correcte. Donc en sollicitant justement les faveurs de la France. À côté de cela, il faut aussi voir comment Martin Berry, Christophe Mukwege et bien d'autres se sont agités par instinct régionaliste pour fragiliser les fondations de la démocratie. D'une part par l'élaboration donc d'une stratégie de confiscation du pouvoir, la politique de la terreur, la mise en place donc de la milice privée, comme je l'ai dit précédemment, donc les réserves ministérielles qui ont été créées à Aubéville. Sans oublier le fait que ce qui m'a mis en colère et que les gens n'ont pas compris, ce sont les violations des droits de l'homme, notamment les bombardements des quartiers sud de Brazzaville en novembre 1993. Moi, j'étais à Brazza. Alors, vous pensez qu'un défenseur des droits de l'homme va cautionner les bombardements des quartiers populaires? Ça, je ne peux pas. Vous avez compris que lorsque on touche au point de violation des droits de l'homme, je ne suis jamais d'accord. Donc, pour ces farceurs qui semblent me mêler dans un complot ou dans une alliance avec la dictature ou la tyrannie, ils se trompent. Ils se trompent de personnage. En tout cas, il faut dire que la présence de Mbéry Martin aux côtés du président élu Pascal Lissouba était stratégique. Parce que, en fait, il ne servait que les intérêts de Denis Sassou, qui en avait fait une taupe au sein du gouvernement de Lissouba. Même si les gens aujourd'hui ne veulent pas le reconnaître, mais plus tard ils le sauront. C'est pour ça que nous vous livrons toutes ces informations. Déjà le 6 février 1993, pratiquement moins d'une année, Mbéry Martin, qui était en charge justement du ministère de l'Intérieur, il avait déjà imprimé le ton en s'adressant au président de la République, Pascal Lissouba, dont la lettre que je vous présente, parce qu'il faut dire que cette lettre, même Sassou ne l'a jamais vue, puisque lorsque je suis allé voir
on m'avait donné l'autorisation donc d'aller dans le bureau de Pascal Lissouba, regarder les dossiers qui étaient nécessaires pour certaines procédures. Moi, j'ai récupéré cette lettre que je vous montre. Monsieur le Président et chers frères, je n'ignore ni l'ampleur ni la complicité des problèmes qui sont les tiens, ni même les soins particuliers que tu attaches à chacun d'eux. Je me permets toutefois quelques heures avant que tu ne reçoives la délégation israélienne d'attirer ta bienveillante attention sur les points suivants. Nous sommes seuls. Il nous faut un ami, un parapluie. Israël est prêt à être cet ami à condition que. Donc, dans sa lettre, Mbiri Martin va donc énumérer toutes ces conditions. Donc, de 1, tu profites de cette mission pour conclure les accords solides, durables, mutuellement avantageux avec Israël en matière pétrolière. C'est un mal nécessaire. En contrepartie, nous pourrons garantir notre sécurité. C'est plus que probable. L'Europe, pour le moment, nous est fermée. Alors, deuxièmement, Mbiri Martin dit, pour consacrer définitivement ces accords, vous rendre en Israël. C'est le voyage de la dernière chance. Et je n'exagère rien. Il est plus qu'urgent, Monsieur le Président, cette note n'est pas celle du ministre de l'Intérieur au Président de la République, mais celle de Martin à Pascal. Je crois profondément à ce que j'ai dit et je souhaite de tout mon cœur, pour nous-mêmes comme pour tous les nôtres, qu'il en soit ainsi. Les autres nous font chanter pour nous faire perdre du temps, nous affaiblir et nous abattre le moment venu. À nous de le comprendre et de réagir à temps. C'est l'occasion plus que jamais. Fraternellement, Martin Mbiri. Alors vous voyez donc, Mbiri, comme je le dis toujours, qui a fait distribuer les tracts accusatoires aux poules contre le Parti congolais du travail afin de réprimer et écraser les populations du Poul, parce qu'il avait déjà fait au temps du MNR, et c'est là où on avait mis en cause finalement l'abbé Émile Bayena, qui avait été arrêté, torturé, et puis jugé, libéré. Donc, pour moi, Mbiri est le plus grand fossoyeur de l'unité nationale, le grand ami de Sassou. Il avait pour mission de discréditer Lissouba et préparer le retour du dictateur Loyo. Sassou a toujours eu des hommes qui agissent en son nom pour saboter l'action de ses adversaires. Pendant la transition 1991-92, je vous ai expliqué comment Sassou a utilisé Samuel Badinga, Guillaume Kimfusia et Manoukou pour étouffer André Milongo. Et aujourd'hui, on revoit ce même Kimfusia. Samuel, maintenant, il y a un autre, je sais pas comment on appelle, Bidier, je sais pas quoi, là. Puis il y a Kimfusia, donc Badinga aussi fait partie du lot, même si on l'a pas vu sur la dernière photo, à la place de Manoukou qui est mort, Manoukou Kuba, qui était au bureau politique du PCT. En tout cas, pour nous, nous devons dire certaines vérités à cette jeune génération. Il y a donc, en dehors de cette lettre de Mbiri Martin, le 18 mai 1995, le ministre Ngila Kombo va adresser une lettre au président Lissouba en développant une stratégie des mois à venir afin de conserver le pouvoir, il le dit bien, et d'empêcher le bon déroulement des élections prévues en 1997. Dans cette même lettre, dont je détiens également la copie, on peut lire ce qui suit. J'ai mis tout ça dans mon ouvrage. Il nous a fallu Martin Mbiri, Christophe Moukeke, Victor Tambatamba et moi. Ça, c'est Mungunga qui écrit. Une trentaine d'années de marche à travers Ronces et Épines, en passant par les geôles de la dictature militaro-marxiste pour espérer un jour assumer les fonctions et responsabilités tant enviées qui nous sont actuellement dévolues. Peut-être n'avions-nous pas humblement et modestement confondu vitesse et précipitation.
Je crains, par ailleurs, que ces envolées frénétiques de nos jeunes frères camouflent mal l'activisme des fervents séparatistes Nilek, qui ont choisi de concentrer les feux de leur artillerie sur les Bembé, accusés à tort d'être la cause d'un soi-disant envoûtement collectif du système. Cette auto-amputation serait menée à son aise puisque la prothèse de substitution Téké est, semble-t-il, déjà apprêtée. Libre à toi de forcer sur notre dos une hypothétique adoption par la communauté Téké. Mais rappelle-toi toujours que la survie de ton pouvoir a été âprement négociée au prix de beaucoup de sang Bembé. Voilà, enfin, je termine donc par rappeler l'impérieuse nécessité de trouver les milliards de francs destinés au montage de la société de gardiennage. Mungangila donc poursuit dans sa lettre. Enfin, je termine par rappeler l'impérieuse nécessité de trouver les 20 milliards de francs destinés au montage de la société de gardiennage devant permettre de résorber les jeunes d'Aubéville qui avaient été mobilisés. Toujours Aubéville, vous comprenez? Là où, justement, Pascal Satimabiala avait la charge, justement, de s'occuper d'eux en tant que député du coin. Après, donc, la guerre de 1997, en novembre 1997, le président Sassou, comme je l'ai dit, m'avait demandé de prendre possession des bureaux abandonnés par le président Lissouba au palais du peuple pendant 3 semaines afin d'examiner tous les dossiers s'y trouvant. C'est dans ces dossiers que j'ai récupéré ces 2 lettres que Sassou n'a probablement jamais lues. Moi, je les ai pris en tant que pièce de conviction. C'est pour ça que ça se retrouve nulle part. En effet, aucun secret de la présidence Lissouba ne m'a échappé, au moins ce qui était dans les archives du président déchu. Ça, je le dis. Je reviens donc sur la complicité de ceux qui étaient les faucons du régime de Lissouba. Donc, en mai 1996, à Paris, Christophe Mukwege, secrétaire général de l'UPADES, va déclarer ceci. En 1993 et 1994, il y a eu la guerre. Nous avons perdu nos parents. Et ceci est grave. Pour les venger, nous sommes prêts à tout faire. Je m'y emploierai personnellement que Lissouba revienne au pouvoir. Notre objectif est de confisquer ce pouvoir au moins 30 ans. Le président Lissouba a de grands projets, surtout pour notre région du Niboulek. Construction des barrages, grandes fermes agricoles, etc. Nous avons les moyens humains pour les réaliser. Mais, à l'époque, le blocage extérieur, l'absence de crédit ne pouvait nous permettre de les réaliser. Aujourd'hui, avec l'explosion pétrolière, nous aurons de l'argent pour les réaliser et favoriser l'emploi de notre région. Pensez-vous que ceux qui viendront le feront pour vous? Qui de nous, c'est là où nous serons demain? C'est la question qui se pose, en exil, en prison. Pour cela, nous devons agir. Au niveau de l'armée, sous Sassou, nous n'avions qu'environ 16 colonels. Aujourd'hui, après avoir réussi à déstabiliser et reconstruire l'armée, nous avons rétabli l'équilibre. On peut même dire que nous avons dans ce domaine tout ce qu'il faut. Ça, c'est ce que déclare Christophe Mukwege. Et comment, en tant que défenseur des droits de l'homme et avocat privé d'exercer son métier d'ailleurs par un conseil de barreau des avocats du Congo aux ordres du pouvoir de Lissouba, ne pouvais-je pas dénoncer ce régime, ainsi me ranger aux côtés du nouveau Sassou qui proclamait haut et fort vouloir respecter la Constitution, les libertés fondamentales et s'en tenir aux actes de la Conférence nationale souveraine. Donc les partisans de Lissouba voulaient même me faire disparaître. Et pourtant, j'étais de ceux qui avaient milité pour l'éloignement de Sassou Nguesso, de Pascal Lissouba et d'autres responsables mis en cause dans les crimes politiques et les crimes de sang de 1965 à 1991. C'était même le sens de ma candidature comme Premier ministre
à la conférence nationale souveraine par la suite de la dénonciation de la double escroquerie de la conférence nationale souveraine. Vous voyez donc, en 5 ans, de septembre 1992 au 31 août 1997, Pascal Lissouba a failli à sa mission d'appliquer d'une part les actes de la conférence nationale souveraine et d'autre part une véritable politique de décentralisation préférant les turpitudes de la bande des 4, comme je vous ai démontré, comme nous l'avons mentionné donc tout à l'heure. Il s'agit donc de Mbéry Martin, qui était son ministre de l'Intérieur, qui avait mis en place, donc, comme je le répète toujours, une réserve ministérielle, donc la milice. Celle-ci, dans un vocable voilé, n'est qu'une milice ethno-régionaliste. Et pour se justifier et se disculper, le président Pascal Lissouba accuse l'opposition d'entrave à l'instauration de la démocratie au Congo, alors qu'il est bien établi qu'il a fait armer sur tout le territoire les originaires des pays du Niari pour asseoir un pouvoir absolu. Alors, le président de la République et son gouvernement avaient agi incontestablement dans l'illégalité en contrevenant aussi bien aux droits congolais qu'aux chartes, conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Congo avant donc 1992. Donc, ils ont réveillé les vieux démons du tribalisme, du régionalisme, en armant les jeunes des régions du Niari, de la Bouéza, de la Lipoumu. On a abrégé donc ce que je dis toujours, Nibolek, et constitué un état-major spécial des frères d'armes des pays du Niari pour défendre le pouvoir. N'allez donc pas lui parler d'opposition. On sait très bien que le quartier Mfilou était déjà au bord d'un conflit tribal entre les partisans de l'UPADES et les militants du MCDDD. Je vais revenir sur cela pour vous apporter des preuves. En tout cas, j'ai terminé pour cette partie. Comme je vous ai dit, nous allons faire des causeries pour comprendre pourquoi les tenants et les aboutissants de cette guerre. Pourquoi on est arrivé là et pourquoi Sassou aujourd'hui, il est là, il a pu asseoir son pouvoir. Parce qu'il y a eu une mauvaise pratique de Lissouba qui lui a donné un mauvais exemple. En tout cas, je vous remercie de votre attention. À bientôt. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maximo Chancé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus.